Cette semaine, en enquête, comment nos sociétés sont vulnérables à toute forme de cyberattaque. Les liens entre Internet et les infrastructures essentielles de notre société moderne sont devenus très vulnérables. J'aimerais vous dire que toutes nos infrastructures essentielles sont sécurisées, mais ce n'est pas le cas. Bienvenue à Enquête. Toutes nos sociétés fonctionnent aujourd'hui par le biais d'Internet. Les banques, l'électricité, les transports, les gouvernements, presque tout. Et si nos infrastructures au complet étaient la cible de cyberattaques? L'économie sera paralysée. Si nous ne pouvons plus faire des transactions bancaires en ligne, donner un coup de fil, allumer les lumières, nous serons dans le noir, littéralement. La semaine dernière, nous vous présentions un document à faire frémir sur la vulnérabilité du système informatique de notre réseau de santé. Eh bien, vous n'avez rien vu. Enquête sur la fragilité de toutes nos institutions devant les vers informatiques. C'est arrivé par un après-midi de canicule dans le nord-est américain. Les résidents de New York et de Toronto attendaient la fin de semaine avec impatience. Personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Une gigantesque panne d'électricité a frappé les États-Unis et le Canada. Une centaine de centrales électriques ont cessé de fonctionner et 50 millions de personnes... L'état d'urgence a été déclaré dans l'État de New York. En l'espace de quelques secondes, 50 millions de personnes sont privées d'électricité. Les lignes téléphoniques et les réseaux d'aqueduc ne fonctionnent plus. Des milliers de personnes sont coincées dans des ascenseurs et dans le métro. C'était la panique. On ne pouvait plus respirer. Nous sommes le 14 août 2003 et la plus grande panne d'électricité de l'histoire de l'Amérique du Nord entraîne des dommages estimés à 6 milliards de dollars. La cause officielle, des dégâts au réseau électrique provoqués par des arbres. Mais les arbres n'expliquent pas tout. 3 jours plus tôt, le 11 août, quelqu'un, quelque part, a propagé l'un des virus informatiques les plus dommageables jamais créés. Blaster. C'était probablement la pire attaque contre Internet jamais vue. Mikko Ipponen est l'un des traqueurs de virus informatiques les plus respectés du monde. C'est ici, à F-Secure, dans un laboratoire antivirus installé à Helsinki, qu'avec son équipe, il identifie pour la première fois Blaster, au moment où il frappe Internet. Ce qui étonne Mikko, c'est l'impact du virus sur le monde physique. Blaster était le premier vers qui montrait vraiment les effets qu'une attaque de ce genre peut avoir dans la vie courante d'une société. Aujourd'hui, les passagers d'Air Canada étaient frustrés par les files d'attente au comptoir d'enregistrement causées par un virus qui a perturbé les systèmes informatiques. À mesure que Blaster se propage sur le web, le système d'enregistrement d'Air Canada est paralysé. À 3000 km au sud, les services d'Amtrak et de CSX sont perturbés, ce qui provoque des retards sur le réseau ferroviaire dans 23 États. On a vu des avions s'arrêter, puis des trains et des bateaux. Des installations militaires ont été infectées. Et puis, 3 jours plus tard, il y a eu le blackout aux États-Unis. Se pourrait-il qu'un virus informatique en soit la cause? Au 21e siècle, la plupart d'entre nous avons eu affaire à un ou deux virus. C'est généralement à cause d'eux que nos ordinateurs se comportent de manière étrange ou fonctionnent au ralenti. Mais Blaster était une menace d'un nouveau genre. Auparavant, les virus se propageaient sur Internet en se greffant à d'autres programmes. Ils arrivaient dans votre ordinateur sous forme de pièces jointes à un courriel. Le virus ne pouvait être activé que si quelqu'un ouvrait la pièce jointe.
Mais Blaster était un ver. Les vers n'ont pas besoin d'autres programmes. Ils se propagent et s'activent tout seuls. En d'autres termes, il suffit que votre ordinateur soit branché pour que Blaster s'introduise chez vous. Pour être contaminé, il suffit que votre ordinateur soit en ligne. Même pendant que vous dormez, il peut être infecté. Ce qui veut dire que tout système branché était vulnérable. Les réseaux financiers, les centres de traitement de l'eau et les centrales électriques. Nous savons qu'un virus est entré dans le principal réacteur nucléaire, en Ohio. Neuf mois après la panne d'électricité, le rapport officiel indiquait que Blaster, bien qu'il soit apparu à peine 3 jours plus tôt, n'avait pas vraiment contribué à la panne gigantesque. Certains experts en sécurité n'en sont pas convaincus, et pas uniquement à cause de la coïncidence des deux événements. Si vous lisez les dépositions des opérateurs qui étaient là au moment de la panne, ce qui revient constamment, c'est que les choses ne bougent pas, que les écrans sont figés. Eh bien, c'est exactement ce que fait le ver Blaster. Le virus Blaster a-t-il réellement causé la panne de 2003? Encore aujourd'hui, les avis sont partagés. À la suite de Blaster, personne ne doutait plus du fait que des virus informatiques pouvaient provoquer des dommages dans la réalité de tous les jours. L'expérience a été inspirante pour certains pirates ou terroristes qui se sont dit, si un accident peut causer tous ces dégâts, peut-être que nous pourrions le faire nous aussi. Eric Byers est un ancien instructeur de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Il s'intéresse au danger de connecter des services essentiels à Internet. Il ne fait aucun doute que vous pouvez créer un virus pour paralyser un service essentiel. Et si, par exemple, nos réseaux d'électricité, nos réseaux d'alimentation en eau, nos réseaux de transport s'arrêtaient de fonctionner, notre vie changerait radicalement. Aujourd'hui, la plupart des systèmes essentiels sont connectés à l'Internet. Et les ordinateurs que ces services publics utilisent sont les mêmes PC fonctionnant sous Windows. Ceux-ci pourraient se trouver dans votre cuisine. 95% de ces appareils exécutent Microsoft Windows, de sorte que lorsqu'un ver, un virus ou une menace quelconque se propage par Windows, il se répand comme une traînée de poudre. Une société pétrolière canadienne est venue nous voir au sujet d'un équipement stratégique. On demandait, est-ce que quelqu'un peut l'attaquer? Alors, Eric s'est mis au travail. Avec un ordinateur portable et un logiciel de piratage élémentaire, il s'est introduit facilement dans les réservoirs de la raffinerie. Pour commencer, je vais supprimer la visibilité, comme on dit. Maintenant, l'opérateur ne peut pas savoir si quelque chose va mal sur le terrain. Ensuite, je vais faire sauter les réservoirs. Tout à coup, cette pompe se dérègle complètement. Et très vite, ce réservoir se mettra à déborder. Et dans la vraie vie, il y aura un déversement de pétrole quelque part. J'aimerais vous dire que toutes nos infrastructures essentielles sont sécurisées, mais ce n'est pas le cas. Si Internet rend nos centrales électriques et nos raffineries de pétrole vulnérables, pourquoi ne pas les laisser débrancher? Pour des raisons d'affaires, pour des raisons d'efficacité. Mary Kirwan est consultante en sécurité et chroniqueuse au Globe and Mail. Un dirigeant que nous avons interviewé nous a dit qu'à son avis, ça valait la peine de prendre le risque, qu'il retirait un avantage compétitif de ces branchements non protégés entre les services publics et les réseaux informatiques d'entreprise. Le problème, c'est qu'Internet n'a jamais été conçu pour être sécuritaire. Ça n'a jamais été conçu pour faire les choses que nous faisons en ce moment. Ça ne devait pas servir à faire du commerce. Ça ne devait pas garder en mémoire vos renseignements bancaires. À la fin des années 60, les chercheurs ont commencé à développer ce qui permettrait le partage d'informations entre plusieurs ordinateurs. Dans les années 90, le réseau est devenu public. Il a littéralement explosé. Internet n'était plus réservé à quelques scientifiques. Quiconque avait un modem pouvait désormais y accéder. Lorsqu'il y a 25 personnes sur un réseau, vous pouvez vous dire qu'ils vont jouer le jeu. Mais lorsqu'il y a 2 milliards de personnes, vous êtes presque certain que quelqu'un va tricher.
Il n'y a pas d'ordinateur sûr. Il n'y a pas de réseau sécurisé. Amit Yoran est l'ancien directeur de la cybersécurité au département de la sécurité intérieure aux États-Unis. Je crois que tôt ou tard, nous allons subir une cyberpanne qui touchera les infrastructures dans notre pays ou ailleurs dans le monde. Il y aura des dégâts importants. Cela veut dire que quelqu'un pourra accéder à distance à ces systèmes de contrôle et provoquera ce genre de dommages. Et l'économie sera paralysée. Car si nous ne pouvons plus faire des transactions bancaires en ligne, donner un coup de fil, allumer les lumières, nous serons dans le noir, littéralement. Comme la plupart des virus, Blaster n'avait pas de cible précise. Il causait des dommages à différents niveaux. Sa diffusion était un acte de cyber-vandalisme, l'œuvre d'un adolescent sans doute. La plupart du temps, lorsqu'on peut attraper ces gars-là, on se rend compte qu'ils faisaient ça pour s'amuser ou pour impressionner leurs amis. Ou bien ils s'ennuyaient dans une salle de classe quelque part en Allemagne. Alors ils ont décidé de jouer à un jeu et de créer un virus ou quelque chose du genre. La plupart du temps, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, et c'est pourquoi ils peuvent être très dangereux. On les appelle hackers ou pirates informatiques. Certains vous diront que ce ne sont que des amateurs, des gamins pour la plupart, mais ces jeunes pirates finissent par grandir. Nous sommes cachés derrière tout ce que vous tenez pour acquis sur Internet. C'est nous. Il y a 3 sortes de pirates informatiques. Les chapeaux blancs sont les bons. Ce sont eux qui traquent les virus ou qui travaillent au service de support de votre bureau. Les chapeaux noirs sont les méchants. Ce sont ceux qui rédigent les virus ou qui essaient de voler votre numéro de carte de crédit en ligne. Et puis, entre les deux, il y a les chapeaux gris. Ils travaillent des deux côtés. Ce sont des mercenaires dans une industrie du Far West. Pour qui travaillez-vous, Donnie? Allons parler de ça ailleurs. Donnie gagne sa vie comme pirate informatique professionnel, mais il ne veut pas dire comment. Parfois, des entreprises l'engagent pour envahir leur propre système. On parle de tests de pénétration. On nous donne la permission de pénétrer un système, tout comme un vrai pirate informatique le ferait, mais sous contrat, pour trouver les failles de sécurité et les réparer avant que quelqu'un de mal intentionné ne le fasse réellement. Nous avons demandé à Donnie de nous montrer ce qu'il savait faire. En moins de 5 minutes, il a réussi à pénétrer la base de données d'une grande compagnie aérienne internationale. Je suis à un pas de m'emparer de toutes les données de réservation, toutes les données sur l'utilisateur, c'est-à-dire votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, les données de votre carte de crédit reliées à votre envolée. Il y a des milliers de personnes comme Donnie. Le piratage informatique est en plein essor. On trouve des livres, des magazines et des cours où on apprend comment contourner la sécurité Internet. Il y a même des congrès de piratage informatique. DEF CON, qui a lieu tous les ans à Las Vegas, est le plus important. Vous imaginez 7000 hackers lâchés dans la capitale du divertissement du monde? DEF CON n'est pas un congrès ordinaire. À l'entrée, on paie en espèces, ce qui n'est probablement pas une mauvaise idée, car avec 7000 pirates à pied d'œuvre, c'est probablement le dernier endroit où vous auriez l'idée d'utiliser votre carte de crédit. DEF CON a lieu depuis longtemps déjà, avec divers degrés de notoriété. On se pirate les badges, on se pirate les uns les autres, on se pirate les téléphones cellulaires. L'endroit peut être très dangereux. À DEF CON, on apprend à crocheter une serrure électronique ou non, ou à prendre le contrôle d'un babillard numérique. Mais si la plupart des participants sont des pirates informatiques, il y a également un certain nombre d'agents fédéraux. Depuis quelques années, il y a tellement d'agents du FBI qui essaient de s'infiltrer qu'il est difficile de faire la différence entre les policiers et les vrais pirates. Selon les personnes à qui vous parlez, le FBI est là soit pour espionner les pirates informatiques, soit pour les recruter.
Nous recherchons les superstars afin de repérer les nouvelles menaces, les problèmes que nous allons rencontrer bientôt, parce que eux, ils savent. Quelqu'un nous a dit qu'il est facile de repérer le FBI. Ce sont les gars qui ont plus de 35 ans. Aujourd'hui, on trouve des logiciels conçus pour des enfants de 6 mois à peine. On peut donc s'attendre à ce qu'une nouvelle génération de pirates, bien plus jeunes, prenne la relève bientôt. Après la pause, comment un jeune ado de Montréal a lancé la plus grande agression de l'histoire de l'Internet. J'avais en main quelque chose de bien plus puissant que je ne pouvais l'imaginer. Je me suis dit que rien ne pourrait m'arrêter. Dans l'univers trouble des pirates informatiques, Mafia Boy est sans contredit le plus célèbre de tous. Mafia Boy, un adolescent montréalais, a causé une surprise aujourd'hui. Il a reconnu en cours que c'est lui le pirate informatique qui a paralysé plusieurs sites web importants l'hiver dernier. Le tournant du millénaire a marqué le premier âge d'or des .com. En ligne, des géants sur l'Internet comme Yahoo, eBay et Dell réalisaient des chiffres d'affaires de centaines de millions de dollars tous les jours. Mais en février 2000, ces sites se sont soudain retrouvés à la merci d'un adolescent de 15 ans. Michael Calce, alias Mafia Boy, un élève d'une école secondaire de Montréal. Mon père m'a donné un ordinateur lorsque j'avais à peine 6 ans. J'étais fasciné par ce que je pouvais faire avec cet appareil. À 12 ans, Michael était déjà un pirate informatique très respecté. À 15 ans, il a été invité à se joindre à ce qui était à l'époque l'un des groupes de hackers en ligne les plus puissants. J'étais flatté. Il s'agissait de TNT Force, un groupe russe important, bien implanté, et qui comptait de solides programmeurs. Lorsqu'il a adhéré à TNT, Michael a voulu montrer de quoi il était capable. Il a conçu un plan pour détruire un groupe rival en construisant l'arme numérique ultime. Je me suis dit, je vais créer un nouvel outil plus puissant que jamais. Les gens se sauveront et souhaiteront ne jamais avoir été des pirates informatiques. Mais avant d'attaquer ses ennemis, Michael doit d'abord tester l'arme. Il choisit une cible, Yahoo. Encore aujourd'hui, un des sites web les plus grands, les plus utilisés et les plus rentables du monde. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que l'un des sites les plus importants sur la toile, l'une des entreprises de commerce électronique les plus profitables, pourrait être paralysé par ce qu'il construisait. À l'aube du 7 février de l'an 2000, Michael prépare l'offensive. Il branche son arme sur une minuterie, créant ainsi une diversion. Et puis, il s'en va à l'école. Michael est en secondaire 3. Donc, il est assis en classe, le professeur parle, mais Mike ne l'écoute pas parce que dans sa tête, il compte 3, 2, 1, c'est parti. À 10 heures ce matin-là commence ce qui est aujourd'hui encore la plus importante agression dans l'histoire de l'Internet. Je suis rentré chez moi. J'étais impatient de voir ce qui s'était passé exactement. Je me suis rendu compte que j'avais plus que réussi parce que Yahoo.com était toujours en panne. L'arme de Michael a lancé une offensive directe contre les ordinateurs de Yahoo. On a parlé d'attaque par rejet de service. Chaque fois que vous accédez à un site Web, vous envoyez une demande aux ordinateurs de ce site. Ce que Michael a fait, c'est d'harnacher la largeur de bande de dizaines d'ordinateurs plus puissants d'universités américaines pour la plupart. En les dirigeant tous vers Yahoo et en faisant des millions de requêtes par seconde, il a paralysé le site de Yahoo. C'est comme si vous voulez commander une pizza et que le téléphone est occupé. Cela veut dire que la pizzeria reçoit trop d'appels. C'est pareil. Je les ai bombardés de tant de requêtes qu'ils ne répondaient plus. Encore aujourd'hui, il y a très peu de moyens de défense contre ce genre d'attaque. Après avoir vu s'effondrer Yahoo, Michael s'est laissé emporter. CNN, Amazon, eBay, Dell, des entreprises qui font toutes des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Toutes ont été facilement paralysées par Mafia Boy.
L'une des attaques les plus importantes visait CNN. 1200 autres sites ont été touchés lorsque CNN.com a été paralysé. Tout ce qui était connecté à CNN s'est effondré en même temps. J'ai commencé à réaliser que j'avais en main quelque chose de bien plus puissant que je ne pouvais l'imaginer. Je l'avais déjà senti vaguement auparavant, mais là, je me suis dit que rien ne pourrait m'arrêter. Les attaques ont fait les manchettes dans le monde entier et provoqué des ondes de choc dans toute la nouvelle économie. Les entreprises qui ont été touchées ont vu le cours de leurs actions plonger en bourse. Le procureur général des États-Unis a déclaré qu'on allait attraper les responsables. Le président Clinton a convoqué un sommet de la cybersécurité à la Maison-Blanche pour discuter de ce qui pourrait être fait pour empêcher d'autres attaques de ce genre. D'après les premiers rapports, les dommages s'élevaient à 1,7 milliard de dollars. Tout ça avec un Pentium 133. C'est à force de se vanter que Michael a fini par se faire arrêter. Il a purgé 8 mois dans un établissement pour jeunes. Mais il a laissé un héritage. Soudainement, Internet avait perdu de son attrait pour faire du commerce. Les gens ne s'étaient pas rendus compte à quel point Internet était vulnérable, jusqu'à ce qu'un gamin de 15 ans leur en fasse la démonstration. D'une certaine manière, il a fait réaliser que l'empereur était nu. Comme les experts le savaient depuis toujours, ce n'était peut-être pas la meilleure idée de faire du commerce par Internet. L'expérience a également démontré que le gouvernement, l'industrie, n'avaient pas de stratégie coordonnée pour se battre et réparer bon nombre de ces failles, et pour repousser ces attaques. Il est presque impossible de faire respecter la loi sur l'Internet. Le réseau est simplement trop vaste, trop international, trop anonyme. Il est très difficile d'identifier ceux qui sont en ligne, de savoir d'où ils viennent. Ils peuvent tout simplement se transformer en courant d'air, couper leur connexion et ils se sont volatilisés. Ce sont des spectres, des fantômes. La plupart du temps, les chapeaux noirs visent une entreprise et son système d'exploitation omniprésent. Aujourd'hui, certaines entreprises ont décidé de se défendre elles-mêmes. Microsoft a créé un programme de récompense antivirus et offre de l'argent à quiconque fournit des informations qui permettent d'arrêter et de faire condamner l'auteur d'un virus. Microsoft offre une prime en espèces. 250 000 $ pour des informations qui conduisent à l'arrestation et à la condamnation de l'auteur d'un virus destructeur. Nous avons demandé à Donnie s'il était prêt à relever le défi. Je ne sais pas si c'est vraiment possible. C'est vraiment très difficile d'identifier le créateur d'une partie d'un code. Cela peut se réduire à 4 lignes seulement. N'importe qui peut le taper dans un ordinateur, n'importe où. Si je réussissais à dépister quelqu'un et obtenir cette prime, 250 000 $ suffirait à assurer mon avenir. Sa cible, un virus Microsoft Word, appelé ainsi parce qu'il se cache dans un document Word que l'auteur envoie sur l'Internet par courrier électronique. Blaster détruisait sans discernement. Il inondait tout simplement Internet. Le virus Microsoft Word est beaucoup plus sinistre. Après avoir infecté un ordinateur, il commence à récupérer des documents qu'il renvoie ensuite aux pirates, les auteurs du virus. L'importance des documents recueillis inquiète Donnie. Des dessins assistés par ordinateur, des feuilles de calcul, des documents PDF, des plans d'architecture et d'équipement. D'après la nature des données qui sont piratées, c'est notre infrastructure essentielle qui est visée. C'est le cœur de l'armée américaine qui est visé. On sait que le virus a visé des réseaux électriques et des organismes d'État. Ce sont littéralement des logiciels espions. Donnie commence par orienter ses recherches vers la Russie. C'est là que l'on trouve les pires chapeaux noirs du monde. Nous n'y arriverons peut-être pas, mais nous allons essayer.
Après la pause, le vol d'identité sur le web, un marché très florissant. Certains jeunes ont réussi à faire jusqu'à 150 000 $ en 6 mois en commettant différents types de fraudes de carte de crédit. On pensait que c'était de la science-fiction, mais on a la preuve aujourd'hui que la cyberguerre est bel et bien possible, qu'un pays en paralyse un autre à l'aide de vers informatiques. La première cyberguerre aurait même déjà eu lieu. Nous poursuivons notre enquête. Au cours des dernières années, les pirates informatiques et leurs virus ont évolué. Le problème ne vient plus d'adolescents malicieux. C'est désormais une question d'argent. Les virus sont conçus expressément pour voler vos données. Dans le bon vieux temps, tous les virus étaient écrits par des amateurs, des mordus d'informatique qui faisaient ça dans leur sous-sol, pour s'amuser, pour la gloire. Cela a commencé à changer il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a affaire à des professionnels, à des criminels. Des gens font ça pour l'argent, des gens font même des millions. Auparavant, les voleurs s'introduisaient dans votre maison. Aujourd'hui, c'est bien plus facile pour eux de s'introduire dans votre ordinateur. Ce qu'ils cherchent, ce sont des informations personnelles, des numéros de carte de crédit, des renseignements bancaires. Tout ce qui peut être vendu pour faire de l'argent rapide et facile. Un pirate informatique m'a dit récemment que le vol d'identité, c'est une nouvelle carrière qui offre de gros avantages. Pourquoi se contenter du salaire minimum alors que vous pouvez descendre dans les meilleurs hôtels, acheter des télé grand écran avec l'argent des autres? Les voleurs vendent ensuite cette information en ligne sur un marché noir florissant. Le principal développement dans le domaine de la sécurité Internet depuis 2 ans et demi a été l'apparition du marché des identités. Sur le marché noir, les numéros de carte de crédit valides se vendent pour à peine $1 chacun. Vous pouvez obtenir un échantillon comme sur le marché de la drogue. Vous essayez les numéros et s'ils sont tous bons, vous pouvez les échanger pour de l'argent ou vous en servir pour faire des achats. Les identités complètes, qui comprennent les numéros d'assurance sociale et les adresses, se vendent pour à peine $5. Certains jeunes ont réussi à faire jusqu'à 150 000 $ en 6 mois en commettant différents types de fraudes de carte de crédit et en allant à la pêche aux données personnelles. Ensuite, ils achètent du matériel électronique. Au cours des dernières années, le crime informatique a explosé. Selon certains rapports, il aurait la même ampleur que le commerce de la drogue. Un sondage réalisé en 2006 a révélé qu'il coûtait plus cher aux entreprises que le crime traditionnel. Ces activités criminelles proviennent pour la plupart du même endroit. Si vous vous demandez aujourd'hui dans quel pays le piratage se fait, la plupart des experts vous diront en Russie. Il y a quelques années, la mafia russe, flairant une occasion unique, s'est mise en ligne. Et pourquoi pas? C'était moins risqué que le crime traditionnel, et Internet permettait aux truands de travailler à l'échelle internationale. Tout ce qu'il leur fallait, c'était quelques bons programmeurs. Le crime organisé en Russie recrute des programmeurs prometteurs et d'autres techniciens pour travailler dans un véritable syndicat du cybercrime. Ces syndicats russes génèrent la majorité des virus et exploits de haute piraterie qui se propagent sur Internet tous les jours. 20 ans ont suffi pour atteindre 250 000 virus. C'était au début de 2007. Mais à la fin de 2007, on dénombrait déjà 500 000 virus. Le nombre total de logiciels malveillants a donc doublé en une seule année. Ce qui fait que la sécurité Internet est devenue une affaire florissante. Au cours des dernières années, on a vu apparaître des laboratoires antivirus dans le monde entier. À Moscou, Kaspersky est l'un des plus importants. Notre laboratoire reçoit plus de 2000 nouveaux virus, chevaux de Troie et vers, tous les jours. Pour fournir une protection constante et ininterrompue, les analystes de virus doivent travailler toutes les heures, tous les jours de la semaine. Nous leur avons trouvé un surnom. Nous les appelons « pic-bois » parce qu'ils tapent sur leur clavier à toute vitesse. Danny cherche de l'aide pour traquer les auteurs du virus Microsoft Word.
il prend contact avec un groupe de cybercriminels russes. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces gars-là et une bande de criminels spécialisés dans le vol de pièces de voiture ou de matériel électronique qui cherchent à revendre ces articles, à blanchir l'argent et à en retirer un certain pourcentage. Un membre d'un de ces groupes accepte de rencontrer Donnie dans un café. Le Russe dit à Donnie qu'il fait partie d'une équipe de pirates informatiques qui se spécialise dans les cartes. Ils volent des informations de cartes de crédit et les vendent en ligne. Yes, for a year or something, like every card, how can I say, we hustle. The leader of the one crew that I was working with, he makes like from $9,000 to $15,000 a week. I had no idea it was that kind of money. I mean, I was thinking like, $1,000 a week. Donnie demande ensuite s'il est possible d'acheter des virus qui lui permettraient de voler des informations de n'importe quel ordinateur. One of the things that I'm also interested in is Trojans and backdoors. Yes. Exactly. It gets until like $1,000. Really? Yes. $1,000 for a Trojan? From 400 to 1,000. Wow, that's insane. Mais les virus n'ont pas tous un but aussi précis. En 2007, un nouveau type de virus apparaît sur Internet. Le ver de la tempête. Il infecte sans prévenir et apparemment sans conséquence. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas son but. Les gens me demandent souvent comment savoir si je suis infecté par tempête. On ne peut pas le savoir. Il n'affiche pas de message, il ne détruit rien, il ne fait pas de musique ni toutes ces choses drôles que faisaient les virus de la vieille école. Il est invisible. Non seulement invisible, mais impossible à détecter. Parce qu'il change constamment. Ce ver se transforme constamment. Chaque fois que vous le téléchargez, vous en obtenez une copie différente. Et si vous le trouvez et que vous essayez de le supprimer, le ver attaque. Mais si on parle beaucoup du ver de la tempête dans le monde entier, c'est parce qu'il transforme les ordinateurs en ce qu'on appelle des zombies ou des robots. L'auteur du ver de la tempête peut alors contrôler votre ordinateur, devenu un zombie à distance, à votre insu. Un ordinateur zombie désigne un ordinateur dont le propriétaire n'a plus le contrôle. La personne qui est propriétaire du PC ne s'en rend pas compte. Elle pense qu'il fonctionne bien, mais il y a quelqu'un en coulisses qui a accès à cet appareil et qui peut en faire ce qu'il veut par le biais du réseau, quand bon lui semble. Le ver infecte des milliers de PC et crée des milliers de zombies ou robots. L'auteur du ver relie ensuite les robots pour finalement créer entre eux un véritable réseau. L'idée derrière ces réseaux de robots, c'est que ceux qui introduisent des codes malicieux dans votre ordinateur prennent possession de votre ordinateur. La clé est sous le tapis, pour ainsi dire. Ils peuvent venir quand bon leur semble. Vous ne savez même pas qu'ils sont là. Une fois que vous disposez d'un réseau de robots, vous pouvez utiliser la puissance combinée de tous ces ordinateurs en même temps. Vous pouvez par exemple donner l'ordre à tous ces appareils de commencer à envoyer autant de courriels que possible à un seul site Web. C'est ce qu'on appelle une attaque par rejet de service. C'est le genre d'agression que Mafia Boy a lancé pour paralyser Yahoo. Il y a en ce moment des opérateurs de réseaux de zombies russes qui vendent des attaques de ce genre, à l'heure ou à la journée. Ce que ce réseau de robots créé par le ver de la tempête a de particulier, c'est sa taille et son raffinement. Les experts estiment que des millions d'ordinateurs sont ainsi reliés. Mais on ne connaît toujours pas l'objectif de ce réseau. On estime qu'il a infecté 15 millions d'ordinateurs, mais il n'a pas encore servi à quoi que ce soit. Il y a donc une menace d'attaque du ver de la tempête qui plane, littéralement. Ce qui est inquiétant, c'est que le ver de la tempête a contaminé tous ces ordinateurs qui créent une sorte de super-ordinateur tentaculaire. Et si des gens très mal intentionnés en prennent le contrôle,
Il pourrait faire des choses très dommageables à une très grande échelle. Donnie continue à rechercher les auteurs du virus Microsoft Word. Il demande à sa source si les Russes sont impliqués. They're getting like CAD drawings and design features from companies like that are making like missiles, that are building like subcontractors for the army. It's a hack. We don't get into it. We have people that do it. So I don't know nothing about it. So you don't know anything about this Microsoft Word virus? I mean, some people tell me, this stuff is coming. The Russians are using. And China is, yes, they have the technology and they have everything. So they're the most people who get into hacking stuff like this. They're going for the big things. Big things. Yes. Après la pause, la cyberguerre a déjà eu lieu. Nous avons assisté à la plus grande agression contre toutes les infrastructures d'un pays, du jamais vu. En avril 2007, l'Estonie s'est soudain retrouvée du côté des perdants dans une bataille avec le plus grand pays du monde. Ce qui avait débuté par une simple protestation contre le déménagement par l'Estonie d'un monument aux morts soviétiques a rapidement dégénéré. Des émeutes ont éclaté et des pirates informatiques russes ont lancé ce que certains ont appelé la première cyberguerre mondiale. Ce qui s'est passé en Estonie, c'était une cyberattaque majeure. Quelqu'un a essayé de nuire au pays, au gouvernement du pays, à l'organisation financière du pays. La cyberguerre, une perspective effrayante qui jusqu'à récemment était largement hypothétique. L'Estonie était particulièrement vulnérable. Comme le Canada, c'est l'un des pays les plus branchés de la planète. Plus de 78% des citoyens estoniens effectuent leurs transactions bancaires sur Internet. Dans un pays où la plupart des gens gèrent leur compte de banque en ligne, l'idée d'une attaque par Internet énerve tout le monde. Les gens peuvent se demander, mon argent est-il toujours dans mon compte si je n'y ai pas accès? En quelques minutes seulement, les pirates ont paralysé les banques. Ils ont également ciblé des télés, des radios, des journaux et des bureaux de gouvernement. Nous avons assisté à la plus grande agression contre toutes les infrastructures d'un pays, du jamais vu. Les gens ont commencé à le ressentir dans leur vie quotidienne. Même si le gouvernement russe nie être mêlé à cette affaire, il reste qu'elles avaient une motivation politique. Nous n'avons pas vraiment la preuve que cette histoire était reliée à un gouvernement. Toutefois, nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle avait son origine dans la Fédération russe. À un moment donné, les États-Unis voyaient la Russie comme leur principal adversaire dans une cyberguerre. Dès 1998, la Russie a été accusée de s'introduire dans les systèmes du gouvernement américain. Mais aujourd'hui, les États-Unis craignent un nouveau cyberespion, la Chine. C'est le pays qui nous inquiète le plus. Rick Howard est lieutenant-colonel, retraité de l'armée américaine. Il a passé les 2 dernières années de sa carrière comme chef de l'équipe d'intervention d'urgence informatique de l'armée, le cybergroupe d'intervention tactique de l'armée américaine. Dans sa doctrine militaire, la Chine dit qu'elle sera prête à attaquer les États-Unis en 2025. Mais elle n'a pas l'intention d'utiliser des chars d'assaut. Pas du tout. Son plan est de déclencher une guerre à plusieurs niveaux en utilisant Internet comme un des moyens d'attaque. Rick pense que les pirates chinois sont en train de s'introduire dans les ordinateurs du gouvernement américain avec des outils semblables à ceux du virus Microsoft Word. Ils s'emparent de tous les documents qui sont sur les disques durs. Tous les documents Word, tous les documents PowerPoint, tous les documents Excel. Et ils les rapportent en Chine. Des millions de documents. Le vol de secrets d'État par Internet a remplacé l'espionnage à l'ancienne. Mais ce qui inquiète le plus Rick Howard, c'est que l'armée chinoise recrute et forme des pirates informatiques. En Chine, l'armée de libération du peuple recrute des pirates dans la population.
On les entraîne dans les tactiques d'agression au moyen de l'information militaire. On leur verse des salaires réguliers pour qu'ils puissent tenter de pénétrer les organismes du gouvernement des États-Unis et d'autres pays. En 2007, les États-Unis ont soutenu que la Chine avait lancé une cyberattaque contre le Pentagone. Le gouvernement chinois a nié officiellement ces allégations. À quel point sommes-nous vulnérables à une cyberattaque? Et que se passerait-il exactement? Ce serait l'effondrement complet des structures d'un pays. Les systèmes financiers, le réseau de la santé, les routes, la circulation aérienne, l'État serait touché. Il faut s'inquiéter de la possibilité de Pearl Harbor numérique. Je crois qu'il est toujours possible qu'un groupe terroriste lance une attaque importante, ce qu'on appelle refus de service. Les gens doivent comprendre que la situation est grave. Il faut prendre cela très au sérieux. Alors, en cas d'attaque, serions-nous prêts? Donnie abandonne ses recherches pour trouver l'auteur du virus Microsoft Word. Même pour un pirate informatique expérimenté, il est pratiquement impossible de le retracer. À mon avis, les chances de trouver sont vraiment faibles. Michael Calce a écrit un livre sur sa vie de pirate informatique célèbre. Je ne pouvais pas rester silencieux en sachant ce qui se passe, ce qui va se passer. Ça va de mal en pis. 8 ans après son attaque, il dit qu'il pourrait recommencer s'il le voulait. Rien n'a été fait. Ils disent qu'ils investissent dans la sécurité d'Internet et ainsi de suite. Mais la situation ne fait que se dégrader pour tout le monde. La cybersécurité représente-t-elle une menace pour les infrastructures essentielles du Canada et du monde? Absolument, sans aucun doute. C'est une affaire sérieuse. C'est un monde censé être un peu turbulent, un peu incontrôlable. Mais pour avoir cette transparence et cette liberté, il faut envisager le reste. Les liens entre Internet et les infrastructures essentielles de notre société moderne sont devenus très vulnérables. Il faut vraiment réfléchir sérieusement avant de placer une infrastructure essentielle en ligne. À mon avis, il vaudrait mieux déconnecter ce qui est critique. Et par déconnecter, j'entends mettre dans des câbles indépendants. De plus en plus, tous les aspects de notre vie sont acheminés par Internet. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui est en jeu. La Commission 911 a conclu que les événements du 11 septembre 2001 avaient été le résultat d'un manque d'imagination. Et s'il y a une chose que nous ne voulons pas, c'est manquer encore d'imagination. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon carnet. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 14 h sur la première chaîne et à 18 h au réseau de l'information de Radio-Canada. La semaine prochaine, enquête sur les soins intensifs au Québec. Dans les grands hôpitaux universitaires sur l'île de Montréal, la situation est critique. Les patients me disent, il faut que je sois en train de mourir ou périr? Non, ici, juste ici. Au niveau des soins intensifs au Québec, il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, entre autres, il y a des primes qui sont données au personnel des soins intensifs. Jeter de l'argent, c'est un problème. C'est bien, mais une intervention seule n'allait pas régler le problème. À un moment donné, nous serons confrontés à une crise majeure, comme une attaque terroriste ou un accident horrible, où l'afflux de patients dans le système va faire exploser la marmite. Est-ce que tu m'entends bien? Il faut donner les moyens à ceux qui savent, les gens du terrain. Ils connaissent les solutions. Vous aimeriez revenir travailler à Montréal? Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, jeudi, 20 h. Au revoir et à la semaine prochaine.